Les impôts, ça fait partie des thèmes qui intéressent le plus les Français dans le cadre du grand débat, la fiscalité. Et on a compris qu'il y avait cette demande évidemment de justice fiscale et viennent fleurir voilà, des propositions qui plaisent, qui sont largement plébiscitées par les Français, comme le rétablissement de l'impôt sur la fortune ou la création d'une nouvelle tranche d'imposition pour les plus hauts revenus. Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Bon, vous avez phosphoré et vous êtes dit, bon, il y a peut-être moyen, parce qu'il y a cet objectif, encore une fois, de faire payer les riches, qu'on a compris, mais l'idée, ce serait qu'ils contribuent, mais sans les faire fuir, sans pousser à l'exil et à l'exode fiscal. Pour vous, c'est la fausse bonne idée, il ne faut pas aller, pourtant il y a 80% des Français qui veulent qu'on rétablisse l'impôt sur la fortune, ça serait vraiment une catastrophe, mais pourtant c'est la volonté du peuple, hein, même si ce n'est pas la vôtre. La volonté du peuple, mais quand elle s'exprime et s'exerce contre les intérêts du peuple, c'est quelque chose qu'il faut travailler, comprendre, éventuellement s'y opposer. Quand on regarde la demande de rétablissement de l'impôt sur la fortune, ça traduit une incompréhension totale de la transformation du monde. Aujourd'hui, la France, c'est un territoire productif, qui ne produit pas assez d'ailleurs, mais qui est en compétition avec les autres territoires productifs européens et internationaux. Souvent, on ne sait pas, moi je combats ça depuis presque un quart de siècle, on ne sait pas que l'Europe est le champ clos d'une concurrence fiscale et sociale la plus violente de la planète. On n'est pas en concurrence fiscale avec l'Inde ou la Chine, on est en concurrence fiscale avec l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, Chypre, Malte, ainsi de suite. Donc dans ce contexte, rétablir l'ISF, c'est le meilleur moyen de faire fuir ce qu'il nous reste d'entrepreneurs. Or, ce sont les entrepreneurs qui créent les richesses, oui, et c'est tout à fait clé de les garder et de continuer à investir sur le territoire. On a connu en France une croissance à 3%, avec un chômage qui était à 7 ou 8, et il y avait l'ISF. Non. Non, si, ne me dites pas non. Si, on l'a connu. Non, pas du tout. Ça n'a pas duré longtemps, mais... Voilà, ça n'a pas duré longtemps, et d'une part, et d'autre part, nous sous-performons massivement la zone euro depuis que nous sommes rentrés dans la zone euro en 99. Ce qui nous permettait... Mais ce n'est pas lié à l'ISF, ce n'est pas spécialement lié à l'ISF, c'est lié au coût de production de la France, c'est lié à la pression fiscale sur les entreprises, c'est lié aussi à l'euro qui n'est peut-être pas au bon niveau par rapport au niveau de gamme d'exportation de la France, ce n'est pas seulement l'ISF. David, vous êtes parfait, un avocat du diable. J'ai bossé un peu en même temps. Oui. Sinon on se fait chier si on ne bosse pas. Mais simplement, c'est faux. Voilà. Pourquoi? Parce que depuis, ce qui nous permettait d'avoir une croissance significative avant 99, c'était des dévaluations répétées. Ah, on est d'accord. Tous les 7 ans, ça a été calculé que tous les 7 ans, la France dévaluait. Hein. Voilà. Donc maintenant qu'on ne peut plus dévaluer, on doit avoir des conditions de production optimales. Et donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas taxer les riches. Je dis qu'il faut taxer les riches en sorte qu'ils restent ici, plutôt que d'aller en Belgique, en Suisse ou au Royaume-Uni. Vous savez que les diverses estimations qui ont été faites au cours des 15 dernières années sur la fuite du nombre des entrepreneurs et des capitaux productifs... Entre 200 et 800 par an en exode fiscal. Oui, mais quand on regarde, vous savez que ça, ce sont vraiment, c'est du fake news. En réalité, ça ne mesure que ceux qui payaient déjà l'ISF et qui partent. Mais en réalité, quand vous êtes chef d'entreprise et que vous savez que vous allez faire une opération financière, ça se voit pas parce vous que vous partez payez... avant de vendre. Parce que vous ne payez pas l'ISF puisque c'était l'outil professionnel. Voilà. Et en fait, quand vous partez avant pour vendre en Belgique et payer moins d'impôts, et donc cela, on ne les voit pas dans les statistiques. Voilà. Donc, vous voyez, je suis l'avocat du diable, mais je suis aussi... honnête. Mais un avocat du diable honnête, oui. il n'est pas payé par Poutine. C'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet. Donc, je me suis interrogé sur la façon de faire en sorte que l'investissement productif se multiplie. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai un problème central. On y va une seconde. Oui, je vous coupe. Juste, on va dans une proposition qui est très claire. On va y venir juste. Si on a supprimé depuis un an l'ISF, on voit pas, encore une fois, l'avocat du diable, on ne voit pas la croissance française repartir parce qu'on a quasi supprimé l'ISF. Ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Vous écoutez, c'est la catastrophe économique la plus ultime. Non, je n'ai pas dit que ça serait... J'ai simplement dit que l'ISF nous coûte en termes de croissance. On n'a pas vu des centaines de fortunes revenir en France. Hein. Bien sûr, puisqu'on n'arrête pas de parler de le remettre. Donc il faudrait que ce soit pérenne. Donc le fait de parler de remettre l'ISF fait que les gens ne reviennent pas. Mais de fait, le fait d'avoir supprimé l'ISF, jusqu'au moment où on a commencé à parler de le remettre, ça a contribué à multiplier les investissements sur les startups.
De fait, les investissements sur les startups entre 2017 et 2018 ont augmenté d'un tiers. Donc, c'est très important pour continuer d'accélérer le mouvement de renouvellement de notre appareil productif. Ce que j'entends, c'est que vous entendez quelque part ce besoin, on est d'accord, ce besoin de justice fiscale. Mais après ces gestes de début de mandat, qui est en faveur, encore une fois, des plus aisés, sur la flat tax, sur les CEF, il y a cette volonté-là. Mais vous, votre idée, c'est, OK, j'entends, il faut qu'il y ait plus de justice fiscale, mais sans faire fuir les riches. Donc, votre idée, c'est de créer un impôt sur tous les revenus, qui viendrait en plus de l'impôt sur le revenu. Mais au-delà de 100 000 euros. Au-delà de 100 000 euros, mais j'ai envie de dire, mais Christian, ça existe déjà, la contribution sur les hauts revenus de 3%, ça existe déjà, votre truc? Il existe. Vous avez réinventé l'eau chaude ou quoi, là? Non, il existe effectivement actuellement une contribution. Mais cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, elle est effectivement à 3%. Mais si vous prenez un couple, c'est pour les couples qui gagnent plus de 500 000 euros. Et elle est à 4% au-delà d'1 million d'euros. Voilà. Donc vous, ce n'est pas la même chose? Non, elle ne rapporte pas grand-chose. Moi, j'ai en tête quelque chose de beaucoup plus fort. On supprime non seulement l'ISF, mais l'IFI, c'est-à-dire que même je suis prêt à mettre dans la Constitution qu'on ne peut pas avoir d'impôt qui existe en France s'il n'existe pas dans le reste de l'Europe. Vous allez mettre du monde dans la rue, là. Mais bon, bref, elle aller jusqu'au bout. Mais en contrepartie… On peut quand même expliquer aux Gilets jaunes ce qui est dans leur intérêt, et je vais aller jusqu'au bout sur ce point. En contrepartie, je mets en place ce que j'appelle l'impôt Gini, G-I-N-I, qui est lié au coefficient Gini, non pas au soda, évidemment. Qui est un coefficient qui mesure les inégalités. Et donc, pour limiter et réduire les inégalités, bien plus que par l'ISF d'ailleurs, je mets en place un impôt Gini de 1% sur le revenu fiscal global. Voilà, le revenu fiscal global, c'est-à-dire revenu salaire, plus capitaux, plus financiers. Plus loyer, voilà, et y compris les plus-values. Tout. Au-delà de 100 000 euros, combien? 1%. Voilà, 1% au-delà de 100 000 euros, 2% au-delà de 200 000 et 3% au-delà de 300 000. Et 4% 400 000, on s'arrête là après. Voilà. 3% au-delà de 300 000. Si dans le cadre de la discussion, les gens souhaitent qu'on aille à 500 000, on enlève la dernière tranche d'impôt sur le revenu à 45, on la met à 40, et dans ce cas-là, je suis prêt à aller à 45, au-delà de remettre 5 points. Et c'est pas confiscatoire votre truc? C'est pas confiscatoire votre truc? Non, parce que c'est des revenus que vous avez touchés. Alors qu'actuellement, par exemple, vous savez que le taux de l'ISF avait été fixé à 1,5% à l'époque où on avait 10% d'inflation. Et de rendement surtout. Voilà. Et le rendement était à 15%. Aujourd'hui, les gens vendent du capital pour payer l'ISF. C'est très important le mot que vous venez de prononcer. C'était donc 10% du rendement. On avait plus de 10% d'inflation et 15% de rendement. Et Mitterrand avait dit c'est 10% du rendement. Bon, si on faisait 10% du rendement aujourd'hui, on serait à 0,15 et pas à 1,5. Donc, l'intérêt de ce que je propose, c'est que ça frappe directement la totalité des revenus pour ceux qui ont des revenus supérieurs à 100 000 euros. Donc, on laisse de côté tranquille 98% des Français et on ne frappe que les hauts revenus. Mais le deuxième point, c'est que… Ça ne coûte pas trop cher, je n'ai pas fait le calcul, pour des gens qui gagnent, je ne sais pas, 100 000 euros, donc ça fait 1%, ça fait 1 000 euros. Non, mais au-delà de… c'est au-delà. Voilà. Vous payez 0 entre 0 et 100 000 euros de revenus, et c'est 1% au-delà de 100 000 euros. C'est-à-dire, si vous gagnez 150 000 euros, vous payez 1% sur 50 000. C'est la différence entre 100 000 et 150 000. Donc 500 balles, quoi. Donc vous payez 500 euros. Mais ça va rapporter que dalle, votre truc. Pas du tout, parce que si justement, ça touche particulièrement le 1% des revenus français qui gagnent 15% du revenu national. Donc c'est eux qui vont payer, ils vont avoir une fiscalité directement liée à leur très très haut revenu. Fiscalité sur les flux et non plus sur le stock. Voilà, puisque c'est absolument la clé. Fortune, c'est un impôt sur le stock. Et pourquoi je me base sur cette idée? Parce que je pense qu'il y a une vraie demande des Gilets jaunes. La demande des Gilets jaunes, c'est de restaurer le développement économique sur l'ensemble des territoires. Or, si on met l'ISF, c'est une balle dans la tête des Gilets jaunes. L'ISF, pourquoi? Parce que l'ISF va faire fuir ceux qui peuvent revenir dans les territoires, reconstruire des usines pour redonner des emplois en CDI à des niveaux de revenus qui soient 1,5 fois, 2 fois, 2,5 fois le SMIC. Voilà. Donc c'est ça qui est très important. Et si vous voulez, il y a deux demandes
qui étaient à l'origine du mouvement des Gilets jaunes et qui ont été pervertis lorsque l'extrême gauche est rentrée, a mis des faux Gilets jaunes pour demander justement le retour de l'ISF et le RIC, qui est le référendum d'initiative citoyenne, qui est contraire d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais qui est contraire à la tradition de la démocratie représentative. Et si on regarde donc les demandes initiales des Gilets jaunes, qui étaient en fait les représentants des territoires qui sont isolés et dans lesquels on a besoin d'une voiture pour vivre, mais aussi on a besoin, et avant tout, d'un boulot. Donc on a besoin de ceux qui ont payé de plus en plus d'impôts, mais qui ont eu moins de services publics, qui sont pris l'effet ciseau. Donc justement, moi je veux remettre des usines, je veux remettre des emplois dans les territoires. Et donc avec la réforme fiscale, c'est un moyen de rapatrier ça des rapporte usines. combien? Ça rapporte combien votre Ça rapportera plus que l'IFI. Donc l'IFI qui est l'impôt sur la fortune immobilière. Oui, donc 1,5 milliard. Or, l'IFI... Non mais attendez, 1,5 milliard, mais par rapport... c'est l'épaisseur du trait, votre truc. Pourquoi je... Non mais attendez, il faut rappeler que les 20% de revenus les plus élevés en France paient plus de 80% de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Allez dire que l'impôt en France n'est pas assez progressif. Mon impôt Gini se rajoute à la fiscalité que je rappelais. Et donc, il s'agit au fond d'avoir un instrument visible par le peuple de redistribution sociale et fiscale. D'ailleurs, moi, je vais même plus loin. Je propose que cet impôt Gini soit directement dirigé vers le financement de la prime d'activité, de telle sorte que ça ne se perde pas dans des tuyaux imbuvables, mais qu'on voit directement les sommes prélevées par l'impôt Gini qui abondent le versement de la prime d'activité. Ouais, le compte n'y est pas pour le coup, c'est pas les mêmes montants, je veux dire. Non, mais ça vient en plus. Voilà. C'est sur ça de prix. Ok, on a compris l'idée, donc l'impôt Gini signé Christian Saint-Etienne, mais un mot, l'IFI pour vous, et on finit là-dessus, on parle d'immobilier juste après, c'est vraiment une catastrophe, l'IFI, c'est en train vraiment de faire mal à l'immobilier. Moi, tout ce que je vois, c'est que les transactions sont quasiment record, que les prix augmentent encore, même si c'est en train d'atterrir. Mais en revanche, la construction immobilière baisse. Ça, c'est vrai, ça. Et donc, vous avez 1 million d'emplois directs dans le bâtiment, 1,5 million dans le BTP, bâtiment travaux publics. Donc, c'est un secteur qui, en plus, avec les emplois indirects, concerne 2,5 millions de personnes, 10% de la population active. Et vous avez une grande partie de l'accélération de la croissance en 2017, c'était l'accélération du BTP. Une partie significative du ralentissement de 2018, c'est le ralentissement du BTP qui va s'accentuer en 2019. Donc l'impôt Gini, qui se substituerait définitivement à l'ISF et à l'IFI, c'est un moyen clé de relancer la construction et l'enrichissement des territoires. J'ai bien compris, le compte n'y est pas quand même. 1,5 milliard d'un côté, ISF plus... IFI supprimé, c'est 5 milliards. Vous savez que on n'est pas dans... Il y a un rapport de 1 à 3. Ça compense l'IFI, mais prenez en compte, David, que la surfiscalité des revenus en France qui fait que les 20% de revenus les plus élevés paient 80% de l'impôt sur le revenu et de la CSG, c'est déjà une fiscalité qui est très au-dessus de tous les autres pays. Donc, il faudra le rappeler d'ailleurs dans le débat. Oui, je trouve qu'on ne le rappelle pas assez. Et donc l'impôt Gini qui frapperait particulièrement le 1%, le top 1%, voire particulièrement le top 1 pour 1000, si on monte à 5 points au-delà de 500 000 euros, à ce moment-là, c'est un moyen de mettre en évidence la double volonté de refaire de la France une terre de production et en même temps un pays dans lequel on lutte de manière visible contre les inégalités. Je l'adore, Christian, parce qu'il est passionné. Quand il parle comme ça, non mais vous y croyez à fond. Et voilà, on voulait en parler avec vous. Cet impôt Gini, donc, à mettre dans le débat. Merci beaucoup. Merci Christian Saint-Etienne, donc économiste et professeur d'économie au CNAM. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye.